Bonjour, bienvenue aux notes de bas de page du commissaire à l'éthique et à la déontologie. Je suis François Corriveau, avocat auprès du commissaire, et aujourd'hui nous avons un épisode spécial pour célébrer les 10 ans de l'entrée en vigueur du Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale. Notre épisode d'aujourd'hui abordera les perspectives historiques et sociales de l'adoption du Code et on va tenter de situer le Code dans la toile mondiale de la déontologie et de l'éthique parlementaire. Pour en discuter, je suis accompagné de la commissaire Ariane Mignolet. Bonjour Ariane. Bonjour François. Je pense qu'effectivement cet épisode-ci sera fort intéressant et permettra de souligner avec ce 10e anniversaire du Code, de souligner un peu l'importance de réfléchir à la place du Code dans le paysage politique québécois. Pour en parler, comme je disais, on a un épisode bien spécial parce qu'on reçoit un invité qui pourra contribuer à nos discussions. Denis Saint-Martin est professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Il est spécialiste de l'administration publique comparée et des questions de gouvernance. Ses recherches actuelles portent sur l'histoire globale de la politique anticorruption et de l'analyse institutionnelle comparée de l'éthique parlementaire. Alors, on le remercie amplement de contribuer par son expertise à nos discussions d'aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Saint-Martin. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous, surtout dans le cadre des célébrations du 10e anniversaire de cette importante institution qu'est le Bureau du commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale. On est pour nous aussi, comme je le disais, très heureux de vous recevoir. Si vous me permettez, j'aimerais d'abord vous entendre sur l'importance de l'éthique et de la déontologie dans les systèmes parlementaires et les autres formes de démocratie, notamment quelle est la place des règles comme celles qu'on peut retrouver au Code d'éthique et de déontologie dans les différents systèmes? La première chose qu'il faut dire, c'est que les règles de déontologie des parlementaires, ça concerne des individus, des hommes d'abord, mais maintenant de plus en plus des hommes et des femmes, et tant mieux, et d'autres qui s'identifient différemment aussi, possiblement, évidemment. Mais donc, ça concerne une très vieille institution. Hein. Les parlements, ce sont des institutions qui ont leurs racines historiques, leurs origines, dans les conseils monarchiques qu'on retrouve depuis le Moyen Âge. Okay? Donc, première chose, c'est des vieilles institutions. Puis, s'ils ont si duré aussi longtemps à travers les siècles, c'est qu'ils changent très lentement. Hein? Ils évoluent très lentement. Donc, la question de la déontologie et de l'éthique, elle aussi, elle a évolué très tranquillement. Mais dans les 30-40 dernières années, elle a subi de grandes transformations avec l'explosion des codes d'éthique dans plusieurs systèmes politiques. Mais chaque système qui a des rapports de force différents entre son exécutif et son législatif, qui a des configurations de partis politiques avec 2 gros partis ou 25 petits qui gouvernent ensemble, vous voyez. Donc, tous ces facteurs-là vont impacter le fonctionnement et la nature du code d'éthique. Aux États-Unis, par exemple, dans un système présidentiel qui est différent d'un système parlementaire, il y a une configuration de force politique qui va donner une forme très différente. Donc, aux États-Unis, on disait que le code était très axé sur les règlements, très quasi-judiciarisés. Puis ça vient de la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et législatif. Alors que dans les systèmes parlementaires, l'exécutif a toujours le gros bout du bâton. On peut bien dire que c'est le Parlement qui est souverain, mais dans le Parlement, il y a un groupe qui a plus d'autorité que les autres et c'est lui qui exerce cette souveraineté-là. Donc, les partis politiques ont créé des codes avec des règles beaucoup plus vagues, beaucoup moins détaillées que dans le cas américain. On pourrait trouver d'autres exemples comme ça pour dire que oui, les codes, on les retrouve partout, mais ils vont chacun avoir leur particularité très locale ou nationale. Mais malgré la différence de forme entre ce qu'on peut retrouver dans différentes juridictions, la cause sous-jacente qui va conduire à l'adoption de règles d'éthique ou de déontologie, est-ce qu'elle est généralement la même ou est-ce que ça va aussi découler du format de l'institution?
Non, la cause, elle est générale et universelle, OK? C'est-à-dire que la mise en œuvre du code d'éthique, ça va être déterminé par des conditions nationales, locales, mais quand on regarde dans la recherche, comme moi je fais, là, de façon beaucoup plus générale, de façon à avoir un grand nombre de cas, puis pouvoir généraliser un petit peu plus, ben, on s'aperçoit que les causes sont toutes les mêmes, évidemment, c'est l'érosion de la confiance des sociétés envers leurs élites politiques, mais aussi économiques de plus en plus. Donc ça, c'est une tendance de fond qu'on retrouve à travers toutes les cultures, toutes les nations. Puis ça, c'est une cause importante, OK? Parce que je vous disais plus tôt que les parlements, ce sont de vieilles institutions qui ont évolué lentement. Est-ce à dire qu'avant l'invention du commissaire à l'éthique et du code, que c'était anything goes, que tout était possible dans le monde de l'éthique? Bien sûr que non. Il y avait des comités parlementaires sur les standards, comme on dit au Royaume-Uni, d'où ces règles-là ont été exportées. Ben, il y avait des choses, mais elles étaient non écrites, hein, parce qu'on sait que dans le système à l'anglo-saxonne, le non écrit, le conventionnel est aussi fort d'un point de vue constitutionnel que l'écrit. Donc, c'était des élites et c'est pas pour rien qu'en Chambre, les parlementaires entre eux s'appellent honorables, honorable member, ou au Sénat, dans les chambres hautes, on va dire esteemed colleague. Donc, tout ça, là, avec ces mots-là, il y avait toute une culture, une tradition de règles de bonne conduite qui étaient partagées par des élites, évidemment, des hommes à l'époque, si on parle du 18-19e siècle, donc qui venaient toutes des grandes écoles avec des origines aristocratiques. Donc, c'est sûr que c'était de l'entre-soi. Mais il y avait quand même des règles de bonne conduite et on pouvait se faire expulser. Il y en a eu si on se conduisait mal, OK? Ce système informel-là, après la Seconde Guerre mondiale, il est apparu qu'il était de plus en plus détaché de la modernité, de ce qui se passait dans les années 60, 70, que les gens étaient plus éduqués, qu'on avait moins, que l'information était plus largement disponible et que le respect envers les élites, avec la disparition tranquille de la religion, ben ça aussi, ça s'en allait. Tu sais, le bébé partait avec l'eau du bain, en quelque sorte. Hein? Et ça, ben, ce déclin-là, ça fait en sorte que ça a fait des pressions pour qu'on vienne formaliser les règles de bonne conduite des parlementaires. Donc, l'institution, la règle informelle a tranquillement évolué vers une règle formelle que vous êtes maintenant chargé d'administrer. Mais ça s'est fait en plusieurs centaines d'années. Et encore aujourd'hui, dans les cas qu'on administre où les règles d'éthique doivent être interprétées, administrées, appliquées, mises en œuvre, souvent, elles vont se buter à des règles informelles, justement, et elles qui sont là depuis très longtemps, qu'on pense à la question des privilèges parlementaires, dont on pourra parler plus tard, qui peut s'avérer souvent je dirais pas peut-être un blocage, mais une source de friction certainement avec les règles formelles d'éthique et de déontologie. Et ça, donc, c'est la trame de fond. Et tous les hommes et les femmes qui ont fait adopter en chambre des codes d'éthique, que ce soit à Toronto, à Montréal, à Paris ou ailleurs, à Rome, en Italie, ils ont tous dit, nous faisons ça pour restaurer la confiance des citoyens dans leurs institutions. Ça, c'est le motif qui est évoqué publiquement, qui est celui qui se dit en public de façon très digne et honorable. Mais dans les faits, ben, en tout cas, évidemment, moi, je suis un prof de sciences politiques. Puis nous, on a tendance à concevoir l'action politique comme une action stratégique où on cherche à toujours avoir des gains et éviter les pertes, OK? Et selon ce mode d'analyse-là, ben, les politiciens, les politiciennes adoptent des institutions d'éthique et des règles lorsqu'ils sont pris les culottes baissées, excusez la métaphore. Le propos coloré.
Oui, excusez la métaphore. Que là, l'opinion publique est en émoi, l'opposition monte aux barricades, il faut agir rapidement. Et là, on va faire de l'éthique pour répondre au scandale du moment. Donc, il y a ce que les politiciens vont présenter comme objectif, mais de ce que vous dites, c'est qu'il y a toujours un événement contextuel sous-jacent qui va mobiliser la décision ultimement, soit sous la forme d'un scandale ou autrement, c'est ça? Oui, c'est ça, les scandales. Donc, au Québec, ça a été la même chose. Il y a eu un scandale de lobbyistes dans les années au début des années 2000 et ça a amené au commissaire au lobbying et aux règles. Ça a été votre prédécesseur. Ensuite, il y a eu un autre scandale. Donc, c'est souvent la cause première de l'adoption des règles d'éthique est un scandale qui vient forcer les politiciens à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas vraiment envie de faire parce que les règles informelles faisaient l'affaire de pas mal tout le monde, OK? Entre guillemets. Donc, les scandales sont venus précipiter et l'origine a été au Royaume-Uni en 1995, un fameux scandale Cash for Question, c'est-à-dire que des députés étaient payés par des entrepreneurs pour poser des questions durant la période de questions aux membres de l'exécutif, aux ministres du gouvernement. Et c'était une pratique répandue dans tous les partis politiques. Et ça a donné lieu à l'adoption des principes de Nolan, qui ont donné lieu au premier code d'éthique écrit dans le Parlement de Westminster. Puis, ben, ce que j'entends, c'est, comme vous disiez, il y a toujours un intérêt pour l'éthique. C'est pas parce qu'il n'y a pas un code nécessairement à strictement parler, qu'il n'y a pas des règles qui sont suivies, puis il n'y a pas une volonté. Mais la formalisation de ces règles-là contribue, je présume, à un changement de culture, contribue par la création d'institutions à supporter le respect de ces règles-là. C'est ce qu'on espère, hein, qu'un changement de culture se produise, évidemment, parce que les institutions qui gouvernent l'éthique parlementaire ont des pouvoirs limités, parce qu'elles s'occupent d'un domaine qui est la chasse gardée des parlementaires eux-mêmes, en bout de piste. Donc, les commissaires à l'éthique, comme Maître Mignolet et les autres à travers le monde, ils n'ont qu'un pouvoir d'enquête, de fact-finding et de rapporter les faits le plus objectivement possible aux parlementaires qui, eux, demeurent complètement souverains de dire oui ou non à toutes ces belles choses. Donc, ça veut dire que ça fait, d'un point de vue de perception publique, cette co-régulation, parce qu'on parle des commissaires à l'éthique, comme celui du Québec, comme une institution indépendante. Et c'est tout à fait juste qu'elle est indépendante dans son travail de retracer le fil des événements et des faits le plus objectivement possible. Mais dans le reste, c'est une institution qui est plutôt de co-régulation, c'est-à-dire qu'elle doit co-gouverner le code avec le comité de parlementaires qui s'intéressent à l'administration du code. Et ça, ça soulève la question, OK, donc les institutions d'éthique, leur capacité à redresser la confiance du public, elle est réelle certainement, mais en même temps, elle est dans l'ombre du pouvoir politique. Et ça vient rendre l'évaluation de tout ça beaucoup plus compliquée. Est-ce un frein à, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, la raison fondamentale pour laquelle on s'est tourné, on a voulu consacrer des règles, les écrire, les rendre plus formelles, c'était pour augmenter, pour faire en sorte que les citoyens aient plus confiance envers leurs élus, envers leurs institutions? Et est-ce que cette co-régulation fait en sorte que cette confiance-là ou l'objectif qu'on poursuivait est plus difficile à atteindre? Oui, je dirais que oui, parce que votre partenaire
pour accomplir le plus efficacement possible les objectifs généraux de votre mission, ben, c'est les parlementaires. Et s'ils ne veulent pas bien danser le tango avec vous, ben, c'est sûr que ça va, ça va créer une perception dans l'opinion publique de discorde, n'est-ce pas? Et ça, c'est pas nécessairement matière à générer de la confiance. Mais est-ce que si vous étiez complètement indépendante, et que vous aviez le pouvoir de mettre en œuvre vos décisions, là, on peut penser que ça serait qu'il y aurait une différence dans l'œil de l'opinion publique. Mais ça, c'est peu susceptible d'arriver. Il y a peu de cas où c'est arrivé que je connais. Il y a quand même d'autres de mes collègues, même à travers le Canada. C'est vrai que j'aime bien le terme que vous utilisez, la co-régulation, mais il y a des commissaires, il y a des institutions qui n'ont même pas de pouvoir d'enquête non plus, qui ne font que du conseil. Tout à Donc, fait. il y a vraiment un éventail de c'est pour ça. compétences. Là, mais... Oui, tout à fait. Vous avez raison, Maître Mignolet, parce qu'on peut, sur un continuum où d'un côté, on aurait une indépendance de type judiciaire à l'extrême, et sur un autre où on aurait des comités partisans qui eux-mêmes administrent les règles de façon partisane, puis au milieu, on a la co-régulation. Fait qu'un peu sur cet axe, on peut en effet placer différents modèles d'indépendance et de collaboration avec le pouvoir parlementaire. Je reviendrai peut-être sur une question plus macro. On en a touché un petit peu tout à l'heure en parlant de la confiance de la population au moment d'adopter un code. On a tendance à dire que les codes ont d'autres objectifs que strictement, ou du moins que d'autres moyens pour soutenir la confiance du public envers ses élus. On va parler de transparence, on va parler de légitimité aussi pour les membres de l'Assemblée. Comment le code au Québec, comparé notamment à d'autres juridictions, atteint cette fonction-là, selon vous? C'est sûr que il offre plus de transparence sur certainement les conflits d'intérêts potentiels qui sont susceptibles d'affecter le jugement impartial des agents publics. Et dans ce sens-là, c'est fort bienvenu. Mais en même temps, quand on se met dans la peau des élus eux-mêmes, eux, ils voient cette transparence-là comme une arme à double tranchant, n'est-ce pas? Et ça crée toute une série, encore une fois, de difficultés. Hein? Parce que ce qu'on s'aperçoit dans la recherche, c'est que plus les administrations d'État sont transparentes, il y a une corrélation avec plus souvent la confiance du public dans les institutions, elle va en déclinant. Donc, ça ne veut pas dire que l'un cause l'autre, mais les deux évoluent en parallèle, donc il doit y avoir une forme de connexion, n'est-ce pas? C'est sûr, la connexion a été bien résumée par un ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien, pour le nommer, qui disait, la transparence, c'est comme les saucisses, quand les gens savent comment c'est fait, ils ne veulent plus en manger. Donc, moi, je me dis toujours, parce que souvent, on va dire toutes les institutions qui veulent renforcer la transparence et l'intégrité dans le secteur public, on veut toujours mesurer leur utilité, à savoir, ont-ils fait augmenter la confiance dans le public? Je pense que c'est pas par le côté quantitatif qu'on va y arriver. Je pense qu'ils contribuent à améliorer la qualité du débat public sur ce que devraient être de bonnes règles de déontologie quand on est une femme ou un homme en politique. Et ça, c'est plus difficile à mesurer, mais ça, c'est la vraie affaire. Parce que l'autre affaire, mesurer s'il y a plus de confiance ou il y a moins de confiance, c'est trop une grosse variable, la confiance publique, pour être explicacée par une seule petite chose. C'est multifactoriel.
Mais certainement que ça contribue à enrichir, à rehausser le débat public parce que les parlementaires s'emparent des travaux du commissariat à l'éthique et de ses études, puis ça les fait réfléchir et ça rend, on peut espérer, et certaines études le montrent, ça rend le réflexe éthique plus grand de la part des parlementaires, c'est-à-dire que, ah, tiens, je vais téléphoner avant pour voir. Hein? Et ça, ben, OK, si on réussit à faire ça, c'est exactement ça qu'on veut. Hein? On ne te demande pas de savoir le code par cœur, mais oups, pense-y avant. Hein? Dans le fond, au-delà de simplement, si je comprends bien ce que vous dites, au-delà de chaque situation ou chaque rapport qui est produit, au-delà du fait que ce rapport-là soit mis en action ou pas, mais il y a comme le fait d'en discuter, que ce soit ouvert, ça incite, vous avez parlé de réflexe éthique, on se le dit souvent à l'interne, je pense, avec les années qui passent, il y a un réflexe éthique, effectivement, qui est en train de s'installer. On est plus consulté, donc les élus, leur personnel aussi, puisque il n'y a pas seulement des règles pour les élus, mais également pour les membres de leur personnel. Il y a beaucoup plus, effectivement, de consultations et on s'en rend compte. Et chaque sujet, chaque situation qui est débattu ou dont on fait mention dans les médias, quand même, ça suscite effectivement là, son lot de réflexion pour la suite des choses et ça fait avancer. Mais encore une fois, en sciences sociales, du moins, on est souvent tendance à voir les choses toujours de deux côtés, OK? C'est-à-dire qu'il y a une conscience plus grande de la part des parlementaires de l'éthique en politique. Et ça c'est le côté positif parce que ça devient politiquement payant pour un élu d'avoir l'air éthique. Et ça, si on peut accomplir ça, ça c'est winner. Parce que ça veut dire que oui, là, ils vont toujours vouloir avoir l'air éthique. Sauf que avec cette conscientisation plus grande vient une politisation plus grande, c'est-à-dire que ça devient plus payant pour moi de trouver que mon adversaire il y a une faille éthique, puis de la creuser, et d'utiliser les règles d'éthique pour discréditer mes adversaires. Et ça aide pas du tout ce genre de politisation à outrance des règles d'éthique lorsqu'elles sont utilisées comme des armes de combat partisan qu'un parti politique va déployer contre ses adversaires pour lancer des accusations qui vont prendre plusieurs semaines, malgré votre bonne volonté, arriver à des conclusions qui peut-être vont complètement innocenter la personne visée, mais de cela, les médias n'en parleront plus et il sera trop tard pour la réputation de cet individu. Donc là, on n'est pas dans ce qu'on veut sur le plan éthique, on est plutôt dans le contraire, mais ça vient avec. Ça vient avec parce que une fois qu'on dit ça devient politiquement payant d'avoir l'air éthique aux yeux des citoyens, il y a du bon là-dedans, mais oh, il y a du vilain aussi. Là. Il peut y avoir de la grosse stratégie partisane et ça, au Québec, Dieu merci, je ne pense pas qu'on ait atteint ces choses-là, mais quand on regarde les États-Unis ou le Royaume-Uni, où la polarisation partisane est plus en plus extrême, ça rend le travail d'institutions comme la vôtre éminemment difficile à naviguer comme mer. C'est très agité. C'est certain que c'est un enjeu constant là, de veiller à ne pas être utilisé de manière partisane dans un contexte politique qu'il l'est. Mais je dirais que là-dessus, puis je pense que ailleurs au Canada aussi, j'ai l'impression que les codes qui sont en vigueur ici, pour le moins, prévoient quand même. Je veux dire, moi, je trouve que le code a certaines garanties là-dessus, permet quand même c'est pas parce qu'on me fait une demande qu'automatiquement il y a une enquête. Il y a quand même il faut qu'il y ait des motifs raisonnables et de plus en plus, on est en train de définir avec
chaque affaire, de venir définir des critères, un seuil minimum en quelque sorte. Donc, c'est pas, on peut pas envoyer la commissaire faire une partie de pêche et essayer de, pouvez-vous aller vérifier si les choses sont bien faites? Donc, ça prend quand même des faits qui au moins laissent penser qu'effectivement, il y aurait pu avoir un manquement. Donc, et ça, je m'affaire à l'appliquer très rigoureusement. Je me demandais, en lien avec différentes choses qu'on a discutées, il y a plusieurs aspects. Il y a notamment le fait d'amener la réflexion, la discussion en matière d'éthique au niveau des élus, par opposition avec l'imposition de règles, puis la contrainte imposée. Et ça mène à parler du modèle, du code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale. Donc, l'approche qu'on a eue au Québec par rapport à la rédaction puis à l'esprit qu'on veut mettre dans cet encadrement-là. Comment le modèle de ce qu'on a mis en place au Québec peut se comparer à ce qui se fait, par exemple, ailleurs au Canada, ailleurs dans le monde, que ce soit en Europe ou aux États-Unis? Ben, prenons la question en deux parties, OK? La question du C'était une modèle. question à multifacette, je OK, la m'excuse, question du effectivement. modèle, puis la question du Québec, OK? Vous me rappellerez l'ordre parce que je vais l'oublier. La question du modèle, ben, d'abord, les codes d'éthique ou de déontologie, dans le cas du Québec, c'est encore plus explicite. On comprend bien que ce sont des imitations d'instruments de régulation qui existaient avant au sein des professions, n'est-ce pas? Et au sein des grandes corporations qui avaient des codes of conduct pour les seniors exécutifs. Okay? Donc, voilà pour le modèle. Si on veut dire, comment en français on dit le blueprint, c'est-à-dire le modèle original, vous voyez ce que je veux dire? Le dessin, le design originel, ce sont les codes d'éthique des professions. Et leur transposition dans le secteur public et dans la sphère parlementaire est concomitant à la professionnalisation de la politique que l'on est capable d'observer dans les démocraties à partir des années 60-70. C'est-à-dire que avant les fonctions parlementaires, ben, c'était souvent les aristocrates, les nobles qui avaient ça. Puis avec la Seconde Guerre mondiale, surtout, ils ont été remplacés par des médecins, des avocats, des comptables, des ingénieurs, tout du monde qui ont des codes d'éthique et de déontologie dans leur profession à respecter et qui ont donc transposé dans l'administration et dans l'institution parlementaire un modèle complètement semblable, n'est-ce pas? Avec évidemment de grosses différences sur la mise en œuvre. Mais donc voilà pour le modèle. Et dès le départ, ça veut dire quoi? Qu'avec ce modèle qui vient des professions et des grosses corporations, le code d'éthique était conçu comme un instrument de reddition de comptes. Et ça a semé souvent de la confusion parce qu'il y en a qui ont dit non, il y a des codes d'éthique comme celui de Westminster qui sont inspirational. Ils vont juste définir des grands thèmes, des grands paramètres, puis ils vont laisser les membres intérioriser cette chose-là, n'est-ce pas? Donc, ça crée une question de reddition de comptes, parce que c'est à cette fonction que servaient les codes d'éthique dans les professions et dans les entreprises, pardon. Et donc, on a souvent dit le code d'éthique, est-ce que c'est un instrument de contrôle du comportement des élus ou c'est un instrument d'apprentissage, de socialisation qui n'est pas un bâton, mais plutôt une carotte, n'est-ce pas? Donc, il y a souvent cette vision du code comme un instrument de supervision, de monitoring, de surveillance, et d'autres qui disent non, c'est un ensemble d'incitatifs pour amener les gens, puis c'est pas un rôle policier, c'est un rôle pédagogique. Donc, il y a souvent ces deux tensions, n'est-ce pas, qui sont au centre
centre d'institutions un peu comme la vôtre. Et ça, bon, c'est ce que ça a fait, prendre ces instruments de reddition de comptes et les transposer dans le Parlement, entre autres. Et aux États-Unis, c'est très clair, c'est là qu'on a vu l'apparition des premiers codes d'éthique parlementaire dans les années 50. Et eux, ils avaient imité la grosse compagnie IBM. Qui avait été une des premières aux États-Unis à se doter d'un code de bonne conduite suite à un scandale de corruption. Donc, comme quoi, même dans l'entreprise privée, on fait de la règle éthique, demandez à SNC-Lavalin, quand on est pris les culottes, ou pardon, quand on est pris les mains dans le sac. C'est encore mieux comme expression. Et vous voulez que je vous relance sur l'autre partie de la question qui est en Oui, lien donc le modèle, dans le oui. contexte du Québec? Oui, c'est ça. Ben, où est Québec là-dedans? Ben, le Québec s'est approprié cet instrument que sont les codes d'éthique un peu à sa façon. C'est-à-dire que les codes d'éthique, comme on disait plus tôt, ça vient du Congrès américain, qui a été un des premiers à s'en doter, et qui qu'il l'a exporté ensuite en Allemagne durant l'occupation américaine. Donc, si vous regardez les études, on se demande, mais pourquoi le Bundestag a un code d'éthique dans les années 60 alors que c'était même pas encore à la mode comme ça l'est devenu il y a une vingtaine d'années? Ben non, ben regardez, c'est l'occupation américaine qui a transplanté ces institutions là-bas. Donc, ça, c'est une affaire. Et ensuite, à l'ère plus récente, à l'ère moderne, si vous voulez, ça a été le Royaume-Uni avec le Cash for Question et l'adoption des principes du comité Nolan à partir des années 95. Et là, à partir du parlementarisme britannique, ça s'est propagé dans toutes les anciennes colonies du Royaume-Uni qui avait adopté le même système parlementaire. Okay? Donc, c'est venu au Canada dans les années 90, dans les provinces canadiennes aussi. Et le Québec a toujours été vu comme un peu comme le mouton noir, c'est-à-dire qu'un des plus tardifs. Quand on le compare avec les systèmes parlementaires britanniques, on voit que ça a pris du temps alors que tous les autres l'ont fait il y a une vingtaine d'années. Souvent, mes collègues pointaient le Québec du doigt. Mais là, moi, je leur disais, c'est parce que vous comparez une pomme avec un orange, vous ne regardez pas du bon côté. Parce que quand on regarde le Québec, pas du côté de ses institutions politiques, qui ont été imposées de force par la colonisation. Mais si vous regardez ses institutions socio-économiques, son économie sociale, puis son modèle de gouvernance très particulier en Amérique du Nord, là, vous voyez que le Québec est une petite société solidariste et égalitaire selon tous les indicateurs dont on dispose, qui se compare beaucoup plus à la Norvège, à la Finlande, à la Suède et aux petites nations qui ont plus de cohésion sociale, si vous voulez, parce que devant les grandes puissances qui les entourent, ça amène leurs élites dans l'histoire à tout de suite vouloir collaborer entre elles plutôt que de se disputer et de s'affaiblir entre elles. Donc, de ce point de vue-là, si on compare le Québec non plus au système de Westminster britannique, mais si on le compare au régime plus consensuel, solidariste scandinavien, par exemple, dans Scandinavie, mais là, on s'aperçoit que le Québec est un précurseur, qu'il y a eu un code d'éthique bien avant la Suède, bien avant la Norvège, bien avant les autres. Donc, ça dépend de l'indicateur qu'on utilise pour faire notre comparaison. Et on voit que dans les petites nations, ce qu'on trouve, c'est que le problème de confiance de la société envers les élites est présent, mais beaucoup moins aigu que dans les grandes sociétés multiculturelles anglo-saxonnes, OK? Où là, la confiance sociale est beaucoup plus délétère. Et ça veut dire que les petites Suèdes que sont le Québec, ils n'ont pas senti les pressions de tout de suite se doter d'un code pour refaire la confiance, parce que la confiance, ils l'avaient pas si mal que ça comparé aux autres. Okay? Donc, ça explique un peu le retard très relatif
quant à l'adoption du Québec en 2010 de son code d'éthique. Donc, c'est pas une question de résistance, là. C'est pas parce qu'on a... C'était pas en synchronie avec son écosystème socio-institutionnel économique. Okay? C'était comme un corps étranger, mais c'est pour ça que le Québec l'a adapté à sa façon de faire. Déjà en l'appelant un code de déontologie, ça marquait un certain regard sur la chose, hein, la façon de la nommer. C'était une façon de dire, ben, je vais m'approprier cette chose-là, puis c'est pour ça que ça va avoir une saveur différente au Québec qu'ailleurs. Est-ce que, je pose la question, vous dites, bon, parce qu'on a appelé ça un code de déontologie, mais c'est également un code d'éthique et l'inscription des valeurs et des principes éthiques est quelque chose qui est aussi particulier, qu'on ne retrouve pas dans d'autres législations, notamment au Canada, ou en tout cas très peu. Est-ce que c'est une de ces raisons-là aussi qui font qu'on a été, pensez-vous, vers ce choix-là, en quelque sorte, d'inscrire des valeurs et des principes éthiques? Est-ce lié à cette différence un peu sociologique ou... On pourrait certes le supposer. Il faudrait peut-être mieux comparer, mais le code d'éthique de l'Assemblée nationale française qui a été adopté après celui du Québec, si je ne me trompe pas, reprend pas mal l'esprit du Code québécois, n'est-ce pas? Donc, c'est intéressant de voir comment ça se propage, cette institution qui est le Code d'éthique parlementaire, mais ça s'adapte différemment dans des contextes nationaux, locaux différents. Alors, comparé par exemple à nos voisins américains où l'univers parlementaire d'inspiration britannique, le Québec est arrivé plus tard, mais comparativement à d'autres univers, vous parliez de la Scandinavie, vous avez abordé la francophonie également. On est les premiers si on se compare avec ce groupe d'oranges-là qui nous ressemble plus, ben dans ce groupe-là, on est les premiers. Si on se met dans le groupe des pommes parlementaires Westminster British, là, on est les derniers. Donc, moi, je choisis ma pomme. J'aime beaucoup votre illustration. C'est vrai que quand on a tendance quand moi-même je présente le code d'éthique, c'est souvent quelque chose qui revient. Bon, on a été les derniers au Canada, mais je pense que je vais changer les présentations maintenant pour évoquer ça aussi. Je trouve que c'est beaucoup plus... j'aime cette approche. Et si vous avez 2 minutes, certaines études, parce que les codes d'éthique, quand ça a été mis en œuvre dans les grandes compagnies, puis maintenant, vous le savez, toutes les entreprises en ont, puis c'est aussi important pour leur réputation que les parlements. Quand ça a été mis en œuvre, c'est un instrument de reddition des comptes, c'est-à-dire que les actionnaires, eux, ne gèrent pas l'entreprise. C'est les CEO et les autres grands dirigeants. Donc, le code d'éthique était un instrument que les actionnaires utilisaient pour rappeler à l'ordre les dirigeants. Okay? Donc, c'était vraiment un instrument de reddition de comptes. Sauf que dans les pays dont on parle, les petites nations de Scandinavie ou même l'Allemagne, les entreprises ne sont pas gérées comme dans le monde anglo-saxon. Les syndicats co-gouvernent l'entreprise et les syndicats ont des banques ou des fonds comme le Fonds de solidarité chez nous qui investissent dans l'entreprise. Oh, là, ça veut dire que le code d'éthique n'a pas joué le rôle de reddition de comptes comme ça joue dans les entreprises où c'est une affaire d'actionnaires contre des dirigeants. Okay? Alors que dans le modèle de capitalisme coordonné que nous avons au Québec et qui ressemble à ce qui se passe en Europe du Nord, ben là, les syndicats co-gouvernent l'entreprise, fait que le code d'éthique, il y a un moins grand besoin fonctionnel de reddition de comptes puisqu'ils sont actionnaires en même temps. Donc, ça, parce que souvent, dans mon domaine, on parle d'isomorphisme institutionnel, puis on veut dire que souvent, dans des sociétés, il y a des institutions qui s'additionnent les unes avec les autres pour devenir très harmonieuses entre elles et se complémenter toutes les unes ensemble. Ben, le code d'éthique, dans notre système
de capitalisme coordonné et de politique consensuelle où nos élites ont plus tendance à collaborer qu'à se disputer fortement entre elles, ben, le code d'éthique, il n'était pas un besoin fonctionnel parce que ce besoin-là était comblé par d'autres façons de faire. Donc ça veut dire que le code d'éthique, au départ, il n'y avait pas beaucoup de complémentarité avec nos institutions, mais là, je pense qu'on est en train justement de tout travailler ça ensemble. Dans un contexte où on a bénéficié de l'expérience d'avoir des codes ou des règles déontologiques qui nous viennent du côté anglo-saxon de notre culture, et voyant qu'il y a une contribution qui peut être faite du côté de la francophonie, est-ce que vous pensez que le Québec peut jouer ce rôle-là d'amener la discussion sur l'éthique ailleurs, faisant profiter là, de sa double nature, je vais dire ça comme ça? Oui, non, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup voir le Québec comme trait d'union, n'est-ce pas? Trait d'union parce que, à cause justement de sa double identité au point de vue légal, civil, et entre autres, et de sa langue anglaise très fortement présente et du français, bien sûr. Et on est un peu comme un trait d'union, c'est-à-dire que les Français, grande puissance s'il en est une, n'est-ce pas, ben, a suivi le Petit Québec parce que le Petit Québec, lui, il avait bien vu, lui qui est intégré dans le système anglo-saxon, il avait bien appris sur ses voisins, sur comment ça fonctionnait, les règles d'éthique et tout ça. Et les Français ont appris l'expérience québécoise. Donc, ce rôle de trait d'union, je pense que, et même par rapport à la Suède, à la Finlande et à la Norvège, là aussi, on est un trait d'union avec les petites nations qui socio-économiquement nous ressemblent. Okay? Là aussi, on a été des innovateurs, et que ce soit notre proximité et notre connaissance intime du monde anglo-saxon institutionnel, ben ça fait que nous, on est comme destinés à jouer le rôle de mise en mélange de ces règles et ces façons de faire-là. Et ça veut dire qu'on va toujours être à l'avant-garde, en quelque sorte. Et je vois ça comme quelque chose de très positif. Est-ce que, bon, le code a 10 ans, donc est-ce que vous avez l'impression que depuis son adoption, depuis l'avènement du code, est-ce que son application, est-ce que ça a déjà eu est-ce qu'on voit, vous pensez que ça a changé le paysage politique québécois de la manière qu'on se serait attendu? Est-ce qu'en 10 ans, est-ce que c'est utopiste d'imaginer que ça a déjà changé beaucoup et que ça va se calculer sur des décennies, ou est-ce qu'on voit déjà des changements? Oui. La réponse est oui. Je pense qu'en 10 ans, des progrès considérables ont été accomplis, que les autorités en place, bien qu'elles peuvent pas toujours être en accord et résister, encore une fois, elles sont au moins forcées de donner une réponse publique et de justifier leur position. Puis ça, c'est déjà un gain en termes de transparence et de démocratie. Hein. Et dans ce sens-là, je pense que il y a à la fois un phénomène générationnel dont il faut tenir compte dans ces changements institutionnels qui, comme je disais au commencement, se font. Ça évolue tellement lentement, les parlements, c'est tellement antique comme institution et ça veut rester antique, n'est-ce pas? Parce que tout le poids de l'histoire et de la culture d'une société s'y trouve. C'est quand même pas rien en 10 ans. Okay? C'est quand même pas rien. Mais je dirais que le Québec est un bon élève, encore une fois, à cause de sa petitesse qui le rend sensible à l'œil réprobateur anglo-saxon qui l'entoure, et ça fait qu'il s'ajuste en conséquence. Et ça, je pense que c'est une valeur ajoutée pour une société d'être capable de se transformer et de suivre son temps. Absolument, mais je pense que, étant donné bon, les premiers codes, vous en avez parlé tout à l'heure, quand on s'est mis à les codifier, on parle de 95 au Royaume-Uni. On arrive bientôt, en tout cas, même pour les codes qui ont suivi ceux du Québec, là, plus dans la francophonie ou dans la Scandinavie, comme vous dites, on arrive bientôt dans un contexte où
il n'y aura plus d'élus qui n'ont pas connu de code d'éthique, finalement. Donc, est-ce que ça risque de marquer un autre? Est-ce qu'on risque d'avoir une avancée plus rapide dans ces moments-là? Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça risque de bon, quand on rentre en politique et qu'on connaît les règles et qu'on se dit, bon, de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne, est-ce que ça risque de faire... C'est sûr que le changement générationnel auquel on assiste, et je regarde le Parlement européen aussi, qui a aussi son propre code d'éthique depuis plusieurs années, aussi longtemps que le Québec, je dirais presque. Et cette nouvelle génération-là a certainement intériorisé les valeurs du code, mais beaucoup plus, et beaucoup plus, mais beaucoup plus. Et ça peut vous amener sur des terrains beaucoup plus compliqué. Eux, ils ont une vision de l'éthique qui gouverne tous les rapports humains entre les hommes et les femmes et ceux qui s'identifient pas comme ça non plus. Ils peuvent, c'est ça, eux, ils ont une définition de l'éthique beaucoup plus grande déjà. De l'éthique qui parcourt les relations de l'intimité, si je peux utiliser ce terme-là, OK? Et ça, c'est dans ce sens-là que oui, cette génération, je pense que les lunchs avec les lobbyistes à 5000 $, puis les abus comme ça, il n'y en aura plus beaucoup, mais ils vont aller sur des terrains éthiques sur lesquels on n'aura peut-être pas pensé qu'il faut aller. Peut-être avant de conclure, je vous demanderais, après 10 ans de l'entrée en vigueur des dernières dispositions du Code, c'est quoi la place du Code d'éthique et de déontologie de l'Assemblée nationale dans le paysage politique québécois, selon vous? Je pense que le code fait partie du gros Big Bang, du gros changement effectué avec la commission Charbonneau, où il y a eu un le grand coup fait en matière là, de renforcement de règles et de normes d'intégrité. Et dans ce sens-là, je pense que ça, pour moi, c'est un succès. OK? Ça, je l'ai déjà dit. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés qui ont donné de grands coups comme ça, qui ont fait le travail introspectif douloureux parfois, qui renvoie à une image de nous qui n'est pas toujours plaisante, mais on le fait. Puis je pense que ça va faire en sorte que nos normes éthiques vont être mieux protégées et plus respectées par les élus dans l'avenir. Donc, dans ce sens-là, ça demeure une contribution très positive, mais il faut quand même pas perdre de vue que si le contexte partisan devait se transformer et être atteint de la maladie que l'on voit dans les autres démocraties, et je ne nous souhaite pas ça au Québec, ben ça, là, ça va rendre l'opération du code d'éthique beaucoup plus complexe et ça risque d'avoir les effets contraires à ceux recherchés, c'est-à-dire alimenter le cynisme plutôt qu'essayer de le faire diminuer. Mais encore une fois, je pense que le Québec la tradition de politique un petit peu plus consensuelle qui a prévalu depuis la Révolution tranquille, c'est-à-dire une majorité en faveur du fait français vibrant au Québec, ben ça veut dire que nos élites vont toujours rechercher à travailler ensemble, puis ça, c'est une bonne chose pour l'éthique. Je pense que ça peut être une belle conclusion ici. Ariane, je te laisserai peut-être le mot de la fin. Alors, en guise de conclusion, M. Saint-Martin, j'aimerais vous remercier chaleureusement d'avoir accepté de participer à cet épisode et nous permettre de vivre cette incursion dans cette perspective historique, sociologique, fort intéressante et fort pertinente. Voilà, je trouve que c'était une excellente façon de souligner les 10 ans d'existence du Code au Québec. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça conclut notre note de bas de page d'aujourd'hui. Pour plus d'informations sur le code d'éthique et déontologie des membres de l'Assemblée nationale ou pour obtenir les coordonnées du commissaire, vous pouvez visiter notre site web au ced-qc.ca. On vous invite à suivre les médias sociaux du commissaire, notamment sur Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube. Monsieur Saint-Martin, merci encore 1000 fois de votre participation aujourd'hui. Bienvenue, merci à vous. Et merci Ariane, comme toujours. À nos auditeurs, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, un joyeux anniversaire au Code d'éthique et de déontologie
et à la prochaine note de bas de page.